lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, Défaire le parti des médias. Un livre de révélation, un livre de solution, le livre de combat pour une presse vraiment libre. Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 4 beaux invités, 3 sujets bien pimentés. Allez, dans l'ordre comme ça. Laurent Izard, Xavier Leguet, Laurent Arthur Duplessis et Patrick Ivard. Les 3 sujets, quels sont-ils ? Le premier sujet, c'est on voit que l'Assemblée nationale commence à se mettre en ordre de marche. L'élection d'une nouvelle présidente, première femme élue au perchoir, de tout le bureau qui entoure la présidente, dont 2 présidents issus du vice-président issu du Rassemblement national, et puis Éric Coquerel, qui arrive déjà avec quelques casseroles à la présidence de la Commission des finances. On va discuter de tout ça, de comment ça fonctionne une Assemblée nationale et est-ce que c'est bien parti pour durer. Premier sujet. Deuxième sujet, on a eu il y a quelques jours le nouveau gouvernement. 41 ministres, une première ministre qui fait aujourd'hui, alors que nous enregistrons à 15h son discours de politique générale, motion de censure, pas de vote de la confiance. On va discuter de ça et de comment vont se construire les majorités futures parce qu'il va bien falloir voter quelques lois. Troisième sujet, on va complètement changer à la fois d'atmosphère et on va aller vers de la géopolitique lourde, puisque pour une fois, ce ne sera pas l'Ukraine qui sera au cœur de nos préoccupations, mais la Chine. La Chine versus Taïwan, dont on sait que la Chine voudrait récupérer ce qu'elle appelle 23e province, alors que Taïwan est un pays démocratique et indépendant. Voilà, ça, c'est un sujet de politique internationale potentiellement tout à fait inflammable. Et puis vous savez qu'on a un caricaturiste, dessinateur politique de très haut niveau en la personne d'Ignace, qui est là et qui nous fera quelques comptes rendus, appréciations, et il fera nos tronches, et il ne nous loupe jamais, et on verra tout ça à la fin de l'émission. Allez, rendez-vous tout de suite. Donc depuis quelques jours, l'Assemblée nationale est en ordre de bataille. Une présidente, des vice-présidents, un président de la commission des finances. Est-ce que vous trouvez que c'est finalement normal ? Et on va peut-être commencer par là. Le Rassemblement national a accepté 2 vice-présidences. Est-ce que c'est son rôle de première force d'opposition, en nombre en tout cas, à l'Assemblée nationale ? Patrick Ivard. Alors déjà, je pense qu'il faut dire que les législatives ont été gagnées par le Rassemblement national, si on considère que tous les autres partis les ont quand même perdus par rapport à leurs objectifs. C'est vrai que le Rassemblement national a été même surpris par le nombre de députés, très largement. On peut peut-être dire qu'ils ont été surpris, mais enfin, c'est quand même le résultat de beaucoup de travail. Cela étant, la République En Marche n'a pas la majorité qu'elle espérait y avoir. La France Insoumise, vous voyez déjà Mélenchon en haut de l'affiche, Premier ministre, et bien c'est pas le cas. Les Républicains, ils sont, pour l'instant, ils sont réduits à vraiment une portion congrue si on enlève leurs alliés de l'UDI. Alors finalement, ceux qui ont quand même gagné, c'est les 89 députés du Rassemblement national qui sont la première force d'opposition devant la NUP, parce que NUP, c'est pas vraiment un groupe en fait, c'est une fédération de différentes forces qui ont chacune un groupe à l'Assemblée. Il y a LFI, il y a les socialistes et puis il y a les écolos, mais c'est quand même une victoire du Rassemblement national. De ce fait, il est normal qu'ils aient des vice-présidents. C'est tout à fait normal. Et il aurait été normal aussi qu'en tant que première force d'opposition, ils aient la présidence de la Commission des finances qui, par des manœuvres politicardes que les Français rejettent totalement, a fini par échoir à la France Insoumise avec Éric Coquerel. On en parlera. Éric Coquerel et ses casseroles, n'est-ce pas ? Voilà, donc je pense que c'est quand même une victoire du Rassemblement national. Vous êtes satisfait de ce que certains appellent presque une gentrification
du Rassemblement national, qui se normalise et qui a 2 vice-présidents. Mais non, mais c'est pas une gentrification. La normalisation, c'est quoi? C'est accepter le jeu démocratique. On l'a toujours accepté. Le Rassemblement national a toujours accepté le jeu démocratique. Au scrutin majoritaire à 2 tours, ils arrivent à avoir 89 députés. Je vous rappelle qu'ils ont eu 208 candidats qui étaient présents au second tour, ce qui les amène peut-être à avoir un ratio de presque 1 sur 2 élus. C'est quand même énorme. Cette acceptation du jeu démocratique pas facile avec le scrutin majoritaire à 2 tours a permis quand même l'élection de 89 députés RN. Fantastique, bravo la démocratie, mais bravo le RN. Laurent Isard, vous avez vu réagir. Oui, non, juste une petite remarque. Pour dire que le rôle de l'Assemblée nationale, c'est quand même de représenter les Français. Or, on en vient aujourd'hui à une certaine normalisation avec l'élection de dizaines de députés Front National. Ce qui était anormal, c'était qu'un mouvement qui représente quand même de nombreux Français ne soit quasiment pas représenté. Et on y est arrivé sans bousculer le mode de scrutin, sans passer en gardant le scrutin majoritaire. Je trouve que c'est plutôt une chose qui rentre dans la logique, dans la normalité. D'accord. Donc vous êtes satisfait, mais... Ok, et qui est 2 vice-présidents vous semble être dans la logique des choses. Moi, ça me choque absolument pas. Ouais. C'est dans la logique des choses. Alors, par contre, sur l'élection du président de la Commission des Finances, là, c'est un petit peu plus subtil. C'est-à-dire que le règlement de l'Assemblée nationale prévoit effectivement que le président de la Commission des Finances doit normalement revenir à une personne issue d'un groupe de l'opposition. Ce qui est nouveau, hein. Oui. Alors, je crois que ça date de Sarkozy, c'est ça. Non, ce qui date de Sarkozy, c'est le fait que on prenne on élit comme président de la Commission des Finances une personne qui vient du premier groupe d'opposition. D'accord. Voilà, c'est ça qui est tout à fait nouveau. Okay. Et c'est pas dans le règlement de l'Assemblée nationale. Alors qu'auparavant, avec Mitterrand, Giscard et tout ça, Chirac, c'était le président de la Commission. Une personne qui vient d'un groupe d'opposition. D'accord. Ok. Pardon. Quel est le premier dans les starting blocks? Xavier ou Laurent? Allez, Laurent. Ok, vas-y. Il y a un tournant dans le fait qu'avec 89 élus à l'Assemblée nationale, le Rassemblement national va pouvoir se frotter au sein de l'Assemblée, aux dossiers, aux grands sujets, et former ces 89 personnes, enfin en tout cas celles qui n'étaient pas encore là avant, au travail parlementaire, ce qui est extrêmement important pour l'image du Rassemblement national en tant que, selon l'expression consacrée, parti de gouvernement. Oui. Il est certain que travailler dans la Commission des finances, dans les diverses commissions du Parlement, sur les dossiers de fond, intervenir à la tribune, faire des joutes avec les représentants du gouvernement sur tous les grands sujets qui intéressent la nation, c'est hautement formateur. Et là, il y a toute une nouvelle élite du Rassemblement national qui est en gestation par le biais de ce travail parlementaire. On ne pourra plus dire après que le Rassemblement national n'est pas un parti de gouvernement, car cette formulation sous-entend que c'est un parti de gens incompétents et dilettantes et ignorants. Là, ce ne sera plus possible. C'est une étape. C'est une étape décisive, à mon avis. Oui. Décisive. D'accord. Xavier Leguet. Ce que je trouve incroyable, en fait, c'est même de se poser la question, en fait, de la normalisation du Rassemblement national, puisque c'est un parti normal, depuis longtemps, quand même. Pardon. Non, mais pendant très très longtemps, dans, on va dire, l'opinion peut-être mainstream, dans tous les cas largement majoritaire en France, le Rassemblement national était vu comme un parti très extrémiste. Il est en train presque de se recentrer, non ? Non, il a été présenté comme un parti très extrémiste sans l'être en réalité, et le mode de scrutin a toujours été défavorable au Rassemblement national. Ce qui est intéressant avec cette fois, c'est qu'on a vu que le mode de scrutin avait pas empêché le Rassemblement national d'avoir beaucoup d'élus, et qu'on est arrivé à une représentation quasi proportionnelle en réalité, puisque dans une proportionnelle intégrale, le parti d'Emmanuel Macron aurait eu à peu près le même nombre de sièges, le Rassemblement national en aurait eu environ 120, et la France insoumise en aurait environ 110. Donc on est quand même sur un équilibre qui est des forces qui donne une représentation démocratique des équilibres politiques du pays. Et c'est normal que ça se traduise aussi au bureau de l'Assemblée, puisque évidemment le Rassemblement national, n'étant pas un parti factieux ni rien, souhaite participer au bon fonctionnement des institutions et donc se retrouve avec des représentants en fonction de son poids, ce qui est parfaitement normal. D'accord. Autrement dit, tout va bien dans le meilleur des mondes à l'Assemblée nationale. En route, on va pouvoir y aller et faire des lois de manière comme avant, quoi. C'est ça ?
Alors, Patrick Ibar. pas tout à fait, pas comme avant, parce que justement, s'il y a 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée, c'est pas pour que ça fonctionne comme avant, quoi. C'est-à-dire qu'on a eu le premier quinquennat Macron, avec Macron qui a une majorité, on en reparlera peut-être plus amplement après, une très large majorité. Là, maintenant, le problème, c'est qu'il n'a plus de majorité nulle part et qu'il va être obligé de tenir compte de l'avis du peuple. Alors ça va le changer parce qu'il n'a pas l'habitude de tenir compte de ce que pense le peuple. Maintenant, j'aimerais quand même apporter quelques remarques à ce qui a pu être dit jusqu'à présent, pour aller dans le sens de Laurent Arthur Duplessis. Bien évidemment, 89 députés du Rassemblement national qui sont issus du peuple de la France. On a des agriculteurs, on a des policiers, on a je ne sais quoi d'autre. Il faut arrêter avec le manque de professionnalisme ou je ne sais trop quoi concernant les députés du RN. On a eu des choses très bizarres venant de certains candidats pendant les Alors moi j'ai entendu législatives, des choses très bizarres venant de certains journalistes qui mettaient en cause la représentativité des élus du RN au prétexte que ces gens-là, comme disait je ne sais plus, après l'élection, ces gens-là, pour parler des élus du RN, allaient avoir du mal. Je suis désolé, elle faisait cette journaliste de BFM, je crois, faisait référence à un élu RN de l'Aude, député Christophe, je crois, Barthès, qui avait passé 15 heures sur son tracteur la veille de la session d'ouverture de l'Assemblée nationale. Je suis désolé, mais la France, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un viticulteur qui passe 15 heures sur son tracteur et le lendemain, il est à l'Assemblée nationale pour représenter le peuple. Et moi, je dis bravo. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Laurent Arthur Duplessis. Préciser le fond de ma pensée de tout à l'heure. Je ne conteste pas qu'il y a déjà tout un personnel du Rassemblement national qui s'est formé au sein des collectivités territoriales, notamment. Ce que je voulais, en fait, ce que je sous-entendais, c'est justement l'occultation médiatique de ce premier acquis. Or, il est certain que l'exposition médiatique du travail parlementaire à l'échelle nationale est extrêmement efficace. Et là, ça va être pour l'image du Rassemblement national, je dis bien pour l'image, pas pour la réalité profonde, quoique, mais surtout pour l'image, ça va être un tournant. Parce que les médias dits mainstream ne pourront pas faire l'impasse sur ce travail parlementaire, sur ces débats du mercredi sur la chaîne parlementaire, où l'on va voir se développer des talents au sein des députés du Rassemblement national qui vont être vus par un très très large public. Et c'est en termes d'image qu'en tout cas, il va y avoir un saut. Un effet de seuil pour le Rassemblement national, c'est en termes d'image. Et c'est pour ça que je parlais de parti de gouvernement tel que ce sera perçu par le grand public. Et là, ça va contourner beaucoup mieux les censures médiatiques. Quand un bon conseiller régional du Rassemblement national montre ses compétences, on n'en parle pas. Non, on n'en parle pas. C'est sûr que ça ne va pas dans le sens... Mais quand on verra une bête de tribune du Rassemblement national le mercredi sur la chaîne parlementaire, on ne pourra qu'en parler. Sachant quand même que, contrairement à ce que beaucoup pensent, le travail de député n'est que peu un travail apparent. C'est un travail de commission. Il y a peu l'occasion de prendre la parole et d'apparaître dans les médias. En revanche, il y a beaucoup de travail à faire de manière souterraine, de voyage, d'études, en faisant partie de commissions. Ça, c'est un travail assez ingrat, mais c'est un travail de formation. Il y a aussi des sujets que le groupe Rassemblement national mettra en avant beaucoup plus que ça n'a pu l'être auparavant. Je pense en particulier au pass vaccinal, au licenciement déguisé de quelque chose comme 15 000 personnels soignants. Vous voulez dire suite au non à leur refus de se vacciner ? Okay. C'est ça. Enfin, pas de se vacciner, parce qu'ils sont comme tout le monde, ils ont tous les vaccins obligatoires, mais ils n'ont pas le produit de Pfizer qu'on va nous imposer. Voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Et je pense qu'il y a des sujets comme celui-là, qui est quand même très, très actuel, puisque je crois que le gouvernement et Macron avait dans l'idée d'imposer ce pass vaccinal avant la fin du mois de juillet. Là, il va avoir beaucoup de mal, parce qu'il n'a pas la majorité, et il a en face de lui un bloc de 89 députés du Rassemblement national qui vont devoir poser les bonnes questions, et qui posent déjà les bonnes questions, à savoir en particulier pour ces 15 000 soignants, qu'est-ce qu'on fait de ces 15 000 personnes que vous avez foutues à la porte? Alors, qu'est-ce que vous avez fait de ces personnes? Intervenir. Je voulais juste revenir un tout petit peu sur la question de la compétence, puisque le procès en incompétence, quand même, on le fait depuis très longtemps à beaucoup de gens qui sont dans l'opposition ou qui ne suivent pas la pensée mainstream. Et il faut quand même rappeler qu'en 2017, on a eu un président qui disait « Soyez fiers d'être des amateurs à ses troupes », et que, il n'y a pas eu de procès en incompétence qui ont été faits par les journalistes. Et ça ressemble quand même quelque part à beaucoup de mépris social, cette question de l'incompétence, puisque quand le Rassemblement national présente des gens issus du peuple, que ce soit des agriculteurs ou des ouvriers ou autre chose,
On a peur qu'il soit incompétent. En revanche, quand Rachel Keke est élue pour la France Insoumise, on trouve ça fantastique qu'une femme de ménage syndicaliste rentre à l'Assemblée nationale, puisque ça apporte un peu de sang neuf, puisque ça apporte une autre vision des choses, puisque c'est quelqu'un issu du peuple. C'est sans doute quelqu'un de très intelligent, Rachel Keke, mais je pense qu'elle n'est pas la seule. Et la femme de ménage élue, je ne sais plus dans quelle circonscription, dans le Nord, je crois, au Rassemblement national, n'a pas eu l'objet d'un entrefilet dans la presse. Et c'est quelque chose quand même qui est très embêtant. Et ce procès en incompétence permanent... toujours un traitement différent. Bien sûr. Et ce procès en incompétence, pour moi, relève vraiment d'une forme de mépris social et de mépris intellectuel de la part de la presse. Laurent Izard, un dernier mot ou alors un petit mot peut-être sur la présidence de la commission des finances, parce que c'est une commission qui est quand même extrêmement importante. Elle a une mission évidemment de préparation des lois de finances et notamment des lois budgétaires. Et puis il y a une mission aussi d'information du Parlement, une mission de contrôle. Et puis il y a une question de confiance. Puisque le président et d'ailleurs l'équipe autour est informé de sujets fiscaux extrêmement intimes, soit de société, soit de personnes. Absolument, c'est une prérogative propre du président, alors qu'il partage quand même avec le rapporteur. C'est ça. Mais bon, ceci dit, c'est quand même une commission qui a des compétences multiples et qui joue un rôle majeur au sein de l'Assemblée nationale. Or, il existe une tradition à l'Assemblée nationale qui veut que le président de la commission ait toujours un rôle relativement modéré politiquement. Il efface un petit peu son appartenance politique. Or, les premières déclarations qui ont été faites par le nouveau président ne vont pas du tout dans ce sens-là. Au contraire, il a dit, moi je vais user de mon influence, je viens d'un parti politique précis et je veux gouverner cette commission en tenant compte de mon origine. Et vous pensez que là, il y a... Alors, Patrick a tout à l'heure exprimé des regrets sur le fait que ce poste n'avait pas été obtenu par le Rassemblement national au titre de premier groupe d'opposition. Est-ce que vous aussi, vous pensez qu'il y a eu une... Il y a une ambiguïté, parce que effectivement, vous le disiez tout à l'heure, depuis Nicolas Sarkozy, la tradition veut que ça soit une personne qui soit issue du premier groupe parlementaire. Voilà. Or, d'opposition. D'opposition. Or, là, à l'évidence, NUPES ou NUP n'existe pas vraiment. Ce n'est pas un vrai groupe parlementaire. Donc, il y a quelque chose quand même qui est relativement nouveau. Il y a une alliance de circonstances, certes, et ça a permis d'obtenir un résultat, mais c'est vrai qu'il y a un petit côté artificiel quand même. Bon, pourquoi, selon vous, Coquerel a-t-il obtenu ce poste, et pourquoi Jean-Philippe Tanguy, qui je crois était le candidat, ou en tout cas appelé par le Rassemblement national pour devenir président de la commission, ne l'a pas été? Parce que les LR n'ont pas voulu jouer le jeu de l'union avec le Rassemblement national et l'IOT, pour en fait porter à la présidence de la commission des finances le député dont le nom m'échappe là, de l'IOT, Charles de Courson, qui lui-même s'est démis justement, s'est retiré de la course pour éviter d'être porté à la présidence, et il n'aurait pas fallu que des voix Rassemblement national entachent cette désignation. De même que Elisabeth Borne n'a pas voulu solliciter l'approbation du Parlement parce que le Rassemblement national souhaitant s'abstenir, ça aurait permis à Elisabeth Borne d'éviter ce blocage, et on aurait dit elle a été élue aussi grâce au Rassemblement national qui décidément est traité comme un pestiféré à l'Assemblée nationale. Un peu moins. Mais enfin, quand Darmanin dit qu'il a deux ennemis, c'est le Rassemblement national et NUPES, et puis des adversaires sont les autres, on est dans un scandale démocratique absolu. Et on voit bien qu'il y a toujours cette tentative de diaboliser le Rassemblement national présent à l'Assemblée nationale. C'est absolument scandaleux. Alors, c'est même sur la question de Darmanin qui cible ses ennemis, c'est que c'est même pas la NUP, c'est vraiment LFI qui l'a ciblé, puisqu'il cherche à récupérer, à faire péter l'intergroupe pour récupérer les voix des écolos et des socialistes. Okay. Alors, on va prendre peut-être 2-3 minutes de plus que les 20 minutes qu'on utilise habituellement pour vous interroger sur le positionnement du Rassemblement national en tant que meilleur élève de l'Assemblée. On va dire tout le monde cravaté, j'ai presque envie de dire les femmes en jupe et pas en pantalon, enfin presque une vision très traditionnelle de ce que c'est qu'un représentant qui prend la parole en public, versus NUPES, où un certain nombre de gens sont arrivés en tenue beaucoup plus décontractée, et qu'on a d'un côté un groupe très libertaire,
et puis de l'autre côté, un groupe beaucoup plus tenu. Est-ce que ça vous semble être une bonne idée d'apparaître comme ça? Oui. Ça symbolise que le Rassemblement national est un parti de l'ordre au bon sens du terme. Il ne s'agit pas d'un ordre moral castrateur, puisque c'est l'acception traditionnelle de parti de l'ordre tel qu'énoncé par les penseurs de gauche. Mais le Rassemblement national qui se veut le garant du respect de la police, du respect des institutions, du respect de l'ordre public, eh bien, je crois que c'est une bonne idée de faire apparaître cela par le biais du vêtement. Ok. Patrick Hivard. C'est ça qu'un député en costume cravate. Vous faites partie du Rassemblement national, hein, je précise. Et pourtant, j'ai pas mis de cravate aujourd'hui. Voilà, c'est parce que c'est juillet, c'est l'été. Mais cela étant, ce que je voulais dire, c'est qu'un député en costume cravate, ça a une autre allure qu'un député en tongs ou qu'un député en bras de chemise, ancien dealer revendiqué. Quoi. C'est tout. Quoi. Il s'agit de savoir qui vous représente. Quoi. C'est tout. D'accord. Un commentaire, Xavier Leguet, L'image est extrêmement importante, c'est une évidence. Ouais. On représente la France quand même. Voilà. Et en partie, on représente la France à l'étranger. Donc c'est très important. D'accord. Eh bien, écoutez, très bien. Il n'y aura pas eu de soucis là-dessus. On se retrouve dans 2-3 secondes pour le... 2-3 secondes, peut-être un peu plus longtemps quand même. Bon, une bonne... comment je vais dire ça? Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Ça ira dans un... À tout de suite. Le nouveau gouvernement vient d'être nommé. Copieux gouvernement. Alors, c'est pas le record de la Ve République, mais c'est pas mal. 41 ministres. En temps de crise politique, en temps de crise économique, est-ce que c'est bien raisonnable? Premier sujet. Deuxième sujet, la parité est-elle véritablement respectée, puisqu'il y a un comité qui dit qu'en réalité, on donne les gros postes aux hommes et les postes genrés aux femmes? Deuxième sujet. Et le troisième sujet, ce sera la construction des majorités. Parce que le parti du président n'ayant qu'une majorité relative, il est obligé de se tourner vers des partenaires pour, au coup par coup, faire voter des lois. Et puis, si on a un petit peu le temps, on va parler vote de confiance, motion de censure, puisque aujourd'hui, jour de l'enregistrement, le LFI ou la NUPES dépose une motion de censure et que la Première ministre Elisabeth Borne, qui va prendre la parole pour son discours de politique générale, elle ne va pas demander la confiance au Parlement. Alors, je sais qu'il y a un intervenant qui est chaud bouillant, c'est Laurent Isard. Allez-y. Sur le fait qu'il y ait 41 ministres, effectivement, c'est quelque chose qui est déjà arrivé dans l'histoire de la Ve République. Mais, ceci dit, on a plutôt l'habitude de voir, en période de crise, un gouvernement plus resserré autour du Premier ministre et du Président. C'est pas le cas ici. Alors, la vraie question, ça va être maintenant, qu'est-ce que va faire ce gouvernement et quelles sont les marges de manœuvre dont il dispose? D'après moi, ces marges de manœuvre sont quand même extrêmement resserrées, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, cela a été dit, ce gouvernement ne peut pas s'appuyer sur une majorité absolue à l'Assemblée nationale et ne peut pas s'appuyer non plus sur le Sénat. Voilà, ça c'est la première raison. Et puis ensuite, si on veut respecter un petit peu les engagements de campagne d'Emmanuel Macron, eh bien, ce gouvernement va devoir annoncer un certain nombre de mauvaises nouvelles, en réalité. La loi sur les retraites, c'est pas une bonne nouvelle. Ce qui a été prévu sur l'indemnisation du chômage, ce n'est pas une bonne nouvelle. Vous parlez du RSA. Alors sur le RSA également, effectivement, il va falloir travailler davantage pour toucher le RSA. En fait, il y a très peu de bonnes nouvelles prévues. Alors il y en a une quand même, c'est la question du pouvoir d'achat. Mais là, les marges de manœuvre sont quand même extrêmement resserrées, vu l'endettement de la France, vu les engagements sur le déficit budgétaire. Et puis, on est à la fin un petit peu de l'argent magique, de l'argent facile. Donc, en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que va pouvoir faire ce gouvernement et avec quel pouvoir, quelle marge de manœuvre? Elles sont faibles pour moi. Ok, merci. Je crois qu'effectivement, on s'oriente vers une certaine paralysie. Il me semble que ce second septennat d'Emmanuel Macron va ressembler au second septennat de Jacques Chirac, c'est-à-dire en fait le second septennat de Jacques Chirac, il ne s'est rien passé, c'est un septennat parfaitement inutile. Je crois qu'Emmanuel Macron va essayer d'agiter la mare en se déployant
du côté des institutions européennes et de la politique étrangère, puisque la crise ukrainienne, dont on parlera tout à l'heure, semble devoir s'éterniser sur les instances de Washington. Et en fait, il semblerait qu'on soit un petit peu dans une phase intermédiaire où la percée, notamment des 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, est certes très imposante, mais que cela peut être prélude à une étape nouvelle plus tard, où il y aura une majorité nette, je pense, des droites patriotiques à l'Assemblée nationale, parce qu'en effet... il y aurait le Rassemblement national et une partie de LR, c'est ça? Oui, parce que je crois que LR a vocation à se disloquer. Oui. Malgré le talent de son nouveau président intérimaire, Marlex, etc., il a vocation à se disloquer. Une partie ira vers la Macronie et une partie se rapprochera du Rassemblement national. Et d'autre part, quand on voit la crise inflationniste, quand on voit l'accumulation des nuages économiques et financiers à l'échelle nationale et internationale, les mauvaises nouvelles économiques vont s'accumuler. L'exaspération des populations françaises et occidentales en général va monter à cause de l'inflation et qui ronge le pouvoir d'achat, et cela prépare des bouleversements politiques majeurs à mon avis. Et c'est pour ça que je crois que la montée des droites patriotiques en France n'en est qu'à ses débuts. Inéluctable. Elle est inexorable. Ok, Patrick Ivard. Je crois qu'on est dans une situation sous la Ve République qui, jusqu'à présent, est inédite parce qu'il y a une majorité nulle part. On a eu des situations dans lesquelles on avait des présidents de la République qui n'avaient pas de majorité et qui étaient obligés de cohabiter. C'était la cohabitation. On en a eu plusieurs. Maintenant, il n'y en a pas. Il n'y a pas de majorité. Là, actuellement, le président de la République n'a pas de majorité, mais il n'y a pas de majorité non plus, on va dire, dans le bloc gauche, et il n'y a pas de majorité dans le bloc dit de droite. La situation est un petit peu bloqué. Vous noterez quand même que Macron bon, ça c'est pas un scoop, hein, il a péché par orgueil. Il s'est pris les pieds dans le tarmac de l'aéroport d'Orly quand il s'est embarqué pour Kiev. Hein. C'est-à-dire que entre les deux, entre la présidentielle et législative, ayant gagné la législative, la présidentielle de façon, il a cru qu'il aurait une majorité automatique. Voilà, il pensait que de façon nécessaire, sans forcer son talent, il allait gagner les législatives. Il a perdu les législatives. Et là, il n'a pas compris. Donc maintenant, je pense qu'il doit être un petit peu déprimé. Et puis, il doit se demander comment est-ce qu'il va faire pour s'en sortir. D'où la nécessité pour lui d'arriver à une situation de blocage pour justifier éventuellement une dissolution. Tout le jeu consistera à éviter qu'il dissolve l'Assemblée en sa faveur, j'allais dire, c'est-à-dire en présentant les choses comme étant vraiment le pauvre président qui peut pas diriger la France parce que les autres, les méchants, l'empêchent de gouverner. Mais ça pourrait être risqué pour lui, une dissolution tout de même, hein, parce que... Après, c'est un an sans dissoudre. Ça pourrait faire revenir au Rassemblement national avec encore beaucoup plus de Et je l'espère bien sûr. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si jamais il dissout l'Assemblée nationale, il ne pourra plus la dissoudre. C'est un joker qu'il a utilisé. 12 mois. Okay. Ouais, c'est ça. Donc il faudra qu'il fasse très attention. Ok. Question. C'est un petit quiz de connaissances politiques. Combien y a-t-il eu de motions de censure présentées depuis le début de la Ve République? Présenté beaucoup, mais il n'y en a qu'une seule, à ma connaissance, qui a fonctionné. Et encore. Vous avez, vous avez la réponse à la question que je n'ai pas à poser, mais que je m'apprêtais à poser. C'est ce qu'on peut faire comme ça. 62 Pompidou, ouais. Il y en a eu 100 de déposés depuis le début de la Ve. Donc ça ne marche pas. Pour autant, je vous demande, vous qui êtes un membre du Rassemblement national, pourquoi le Rassemblement national n'a-t-il pas déposé sa motion de censure alors que la NUPES, et n'est-ce pas une erreur politique que de ne pas l'avoir fait ? C'est une question de stratégie politique. Il faut bien voir que jusqu'à présent, comme vous le disiez, c'était pas forcément l'arme absolue, la motion de censure, et qu'on se retrouve avec un gouvernement qui n'a pas de majorité. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on rebat les cartes ? On donne la possibilité à Macron de dissoudre là maintenant en disant, vous voyez, je ne peux pas gouverner, motion de censure, donc on rebat les cartes. Et dans l'esprit de Macron, ça pourrait lui permettre d'avoir sa majorité qu'il n'a pas. Ou alors, est-ce qu'on le laisse s'enferrer, ou est-ce qu'on le laisse essayer de présenter donc ses
ces projets et propositions de loi concernant le pass vaccinal, la retraite à 65 ans et je ne sais quoi d'autre, jusqu'à ce qu'il arrive à une situation de blocage et décide par lui-même de jeter l'éponge. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Alors on en est tous à parler de dissolution. Certes, il y a la dissolution. Il y a aussi peut-être éventuellement la possibilité d'un référendum qui tournerait au plébiscite. C'est-à-dire vous votez pour moi ou vous votez contre moi. Ça serait De Gaulle, toujours un peu le de Gaulle en problème 69. Ça serait un petit peu ça. Et puis la troisième possibilité, ça serait purement et simplement la démission du président de la République qui en a un petit peu marre parce qu'il est un peu particulier quand même, le président de la République. S'il n'a pas de majorité, il est possible qu'il arrête tout et qu'il jette l'éponge et qu'il se dise bon ben il y en a marre. Donc il y a plusieurs possibilités. Ça, Vous voyez, c'est pas un fantasme. Non, c'est pas un fantasme. Pour accélérer les choses, non, c'est pas ça. Je parle de la démission du président. La démission sera à l'ordre du jour une fois que l'Assemblée aura été dissoute et qu'elle aura donné une majorité peut-être à ce que vous appelez le bloc des droites. Là, le président de la République, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra appeler comme chef du gouvernement un représentant du RN. Qu'est-ce qu'il va faire? J'interroge Xavier qui n'a pas encore pris la parole. Erreur de stratégie de la part du Rassemblement national que de ne pas déposer sa motion de censure dès le début, histoire de prendre position en tant que premier parti d'opposition, puisque tel voudrait être ou devrait être son positionnement. Non mais ils ont raison, pour le coup je rejoins Patrick Ivars, ils ont totalement raison de laisser le gouvernement s'enferrer dans ses difficultés, dans ses problèmes et pas de se faire plaisir comme des adolescents un peu agités, parce qu'on voit la NUP qui s'excite, qui a envie de faire plein de choses, un petit peu comme quelqu'un à qui on donne un pouvoir qu'il n'avait pas avant et qui se découvre des capacités extraordinaires. Non, là pour le coup le Rassemblement national fait œuvre de bon sens quelque part et de stratégie politique sur le long terme, sans compter qu'en plus la motion de censure, admettons même c'est voté, le gouvernement tombe, il est remplacé par quoi? Enfin en réalité, c'est juste se faire plaisir sur le moment. Il n'a jamais été voté de toute façon. Déjà, mais en admettant... Parce que LR n'aurait pas joint ses voix... En allant encore plus loin, ça tombe, c'est remplacé par qui? Puisque c'est drôle sur le moment, puisque Macron a été obligé de recycler tout un tas de vieilles têtes pour faire son gouvernement. On voit qu'il a eu beaucoup de mal et ce gouvernement représente bien toutes les difficultés de Macron à s'ouvrir, à tel point qu'il retourne chercher Schiappa et compagnie. Enfin bref, c'est catastrophique. Donc ce serait amusant, mais pour quoi faire en réalité? Mais il est certain que Macron, le temps joue contre lui. Parce que de toute façon, la dégradation du climat économique national et international sape les bases de Macron, qui était arrivé en 2017 pour faire la Startup Nation, qui devait moderniser l'économie française et la remettre complètement sur pied, et qui a un bilan économique lamentable, et qui va avoir un bilan économique encore plus dégradé à chaque mois qui va s'écouler maintenant. Mais est-ce qu'il n'y a pas un petit risque quand même je me fais l'avocat du diable d'ici, de tout le monde, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit risque à ce que les oppositions s'opposant, le Rassemblement national s'opposant systématiquement et la NUPES s'opposant systématiquement, les Français en tirent la conclusion que finalement personne ne travaille dans l'intérêt de la France et que les accords qui sont la majorité des cas dans toutes les démocraties européennes, accord de gouvernement ou accord de majorité ou accord pour faire voter des grands textes, n'ayant pas lieu, eh ben c'est normal, aux prochaines élections, on vire l'opposition puisqu'elle n'a pas été capable de travailler au profit de tous. Est-ce qu'il n'y a pas un petit risque là-dessus? Ils ne vont pas reconduire la Macronie. Dans ce cas-là, ils donneront sa chance justement aux partis patriotiques qui n'ont pas encore eu leur chance. D'accord. Vous êtes de cette opinion, Xavier Leguet? Moi, je pense que la France, pour le coup, découvre quelque part justement la question des coalitions de gouvernement, etc. Ces questions-là se posaient jamais avant, en réalité. Donc, quelque part, les démocraties européennes auxquelles on peut comparer la France, alors on ne peut pas les comparer en réalité, mais sont beaucoup plus mûres de ce point de vue-là. Donc, on l'habitude de ça, des compromis, des discussions, etc. Là, on se retrouve vraiment dans une situation totalement nouvelle. Et j'ajouterais une petite chose aussi. Je suis pas tout à fait d'accord sur la dislocation de LR qui est annoncée depuis quand même très longtemps et qui se produit pas en réalité, puisque je verrais pas l'intérêt pour la frange LR Macron compatible de partir vers un parti qui est en pleine déliquescence et qui est en train de perdre de sa superbe. Je me trompe peut-être, mais je crois qu'au contraire, c'est une occasion pour LR de se reconstituer vraiment dans l'opposition cette fois. Il va y avoir une épreuve pour LR, c'est se mettre d'accord au sein des LR sur l'orientation des votes à l'Assemblée. Il y en a certains qui ne voudront pas orienter leur vote de la même façon que d'autres au sein des LR. Et là, il y aura un pouvoir diffractant de l'activité parlementaire sur LR. Vous pensez à quel sujet qui pourrait L'immigration, par exemple. L'immigration. Mais qu'est-ce qui risque d'arriver comme sujet
à l'Assemblée nationale qui concernent l'immigration. Immigration, sécurité, etc. Ouais. On voit très nettement chez LR deux courants de pensée extrêmement différents. Il y a un courant de pensée qui ne se distingue en rien de la sensibilité macronienne et un courant de pensée qui ne se distingue en rien de la sensibilité Rassemblement national. Ouais, Il faut dire les choses comme elles sont. Ouais. Oui, mais l'un comme l'autre ne franchit pas le pas. Et surtout, le courant ALR, qui est proche de la sensibilité RN, ne franchit pas le pas et se bloque en réalité et refuse absolument toute forme de, à défaut d'alliance, au moins de partenariat. Laurent Izard, je vous vois frétiller d'impatience. Juste pour dire une chose, il ne faut pas croire que tout va être bloqué. Moi, j'ai le sentiment, effectivement, que sur certains projets de loi, sur certains sujets, comme les retraites, par exemple, Emmanuel Macron pourra trouver une majorité avec certains républicains, avec même certains NUP, peut-être. Voilà. Il y aura des concessions qui vont être faites. Ça ne sera pas l'objectif annoncé au départ, évidemment, mais c'est le cas à chaque fois, finalement. Mais je crois que sur certains points, il y a des lois qui pourront passer et ça peut permettre à Emmanuel Macron de durer un certain temps. Alors, je vais rebondir sur votre idée, je vais essayer de la développer. Tout à l'heure, Patrick, vous disiez le Rassemblement national arrivant bien cravaté, prouvant sa discipline, était également l'occasion d'apprentissage et de monter en compétences. C'est aussi une synthèse de ce que disait Laurent Arthur Duplessis. Xavier, vous disiez, mais finalement, en Europe, le cas général, c'est les majorités qui se construisent en prenant divers partis pour arriver à une coalition et en fait négocier. Est-ce qu'on n'est pas en train de voir que la France serait en train de finalement de maturer, de monter des marches, presque des marches démocratiques, quoi, intégrer ce qui apparaissait comme l'extrême droite et qui deviendrait un parti de gouvernement. Et quand on est un parti de gouvernement, par définition, on n'est plus un parti extrême. Et puis d'un autre côté, accepter de négocier entre partis qui s'opposent sur le terrain, mais qui vont bien devoir se parler pour voter des lois et faire progresser le pays. Alors déjà, le RN, il n'est pas extrême en quoi que ce soit. Simplement, il manque de visibilité. Quand c'est les gens qui parlent du RN sans être du RN, ils disent ce qu'ils veulent. Quand c'est le RN qui parle, on comprend que ce sont des gens qui sont intéressants et qui ont une voix populaire à porter. Et ça, c'est nouveau. Et c'est ce qui change un petit peu. En ce qui concerne le fait que le gouvernement, s'il veut faire passer des lois, va être obligé un petit peu de discuter, ça s'appelle la démocratie, ça. Le Parlement, c'est rien d'autre que ça. C'est rien d'autre que l'expression du peuple qui discute des lois qui vont le gouverner. Ça semble normal. Il était peut-être temps qu'il y ait 89 députés du Rassemblement national qui représentent le peuple, qui représentent une certaine sensibilité. Oui, mais vous pourriez presque aussi vous réjouir qu'il y ait autant de députés LFI, finalement, puisque ça représente une autre sensibilité la population française. Non, moi, je m'en réjouis pas, mais à la différence de Darmanin, qui considère les gens qu'il n'aime pas comme étant des ennemis, je considère que même s'ils se sont trompés, ce sont des gens qui sont élus, qui représentent aussi, malgré tout, une partie du peuple. Et il faut en tenir compte. C'est comme ça, c'est la vie. Et il faut tenir compte des élections, parce que sinon on n'est pas démocrate. À quoi ça sert de se prétendre démocrate et de dire ceux qui ont été élus démocratiquement, c'est mes ennemis? Non, c'est des élus du peuple, quoi. C'est tout, c'est comme ça, c'est la démocratie. Alors, en ce qui concerne le futur travail des députés, il faut bien voir qu'on n'est plus dans un schéma 5e République classique tel qu'il a été vu depuis que le président de la République est élu au suffrage universel, c'est-à-dire en 1962, mais sans être un retour à la 3e, 4e République, on est quand même dans une 5e République avec un pouvoir du Parlement qui a l'air de croître énormément. C'est-à-dire que le président et son Premier ministre vont être obligés de tenir compte du Parlement qui n'est pas un Parlement de godillots. C'était pas le cas pendant le premier quinquennat. J'avais le sentiment, par votre réaction, que mon idée de progression du niveau démocratique tombait à plat. Mais finalement, vous êtes plutôt sur ma ligne. C'est-à-dire, votre ligne ? Ma ligne qui consiste à dire, d'un côté, on est obligé de négocier, et donc ça fait progresser le dialogue entre forces politiques, et d'une certaine manière, ça fait progresser la démocratie, puisque la démocratie, c'est la négociation. Et puis d'un autre côté, des partis comme le Rassemblement national, qui étaient rejetés à l'extrême, et ingouvernables, on va dire, deviennent des partis éventuellement du gouvernement. Évidemment que ce sont des partis de gouvernement, mais j'insiste sur ce point, le gouvernement actuel, Borne 2, est obligé de tenir compte de ce que pensent les Français qui ont élu 89 députés du Rassemblement national. C'est plus comme avant, quoi. Ok, donc je suis moins tombé à plat que je ne pensais. Allez, je suis certain qu'on pourrait bien poursuivre et que vous auriez des choses à dire, mais je veux garder du temps sur Chine-Taïwan. On se retrouve donc dans quelques secondes pour aborder ce troisième
Et dernier sujet, et peut-être avez-vous vu que Ignace crayonnait et qu'on va avoir le fruit de son cerveau et de ses mains. À tout de suite. Alors que l'Europe a les yeux fixés sur l'Ukraine, sur la guerre qui s'y passe, qui s'annonce longue, on voit qu'à l'autre bout du monde, entre la Chine et Taïwan, naît un conflit, se renforce un conflit latent, puisque Taïwan, c'est considéré par la Chine comme la 23e province, alors que par ailleurs, c'est un pays indépendant et démocratique, et qui a un risque assez fort d'invasion de ce pays, qui par ailleurs est un producteur, si ce n'est le numéro 1 mondial de production de puces électroniques, donc un autre problème économique bien plus important que l'Ukraine, si jamais cette invasion avait lieu. Et je vous lance, vous, Laurent Arthur Duplessis. Oui, il y a quelque chose de frappant, c'est que de plus en plus, un certain nombre de dirigeants choisissent la diversion belliqueuse en politique étrangère pour faire oublier les difficultés économiques croissantes à l'intérieur. C'est vrai pour la Chine de Xi Jinping, comme pour la Turquie d'Erdogan, notamment. Et Poutine aussi, vous pouvez le mettre dans une certaine mesure. Poutine, c'est encore aussi un peu autre chose, parce que lui, il a été poussé dans les cordes depuis 1991 par Washington et l'OTAN, et il finit par réagir à ça. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'effectivement, le contexte actuel qui a mis fin à la mondialisation dite heureuse, qui devait être celle de Fukuyama, du règne universel des démocraties, laisse place à un clivage entre l'Occident et le reste du monde, enfin, une partie du reste du monde, puisque le Japon est aux côtés de l'Occident, l'Inde est un petit peu entre les deux. Et ça ressemble un peu aux années 30. C'est-à-dire, en fait, la Société des Nations perdait de plus en plus son emprise. Des crises se multipliaient, l'Éthiopie, la guerre d'Espagne, avec intervention des grandes puissances de l'époque. Et ça a fini par déboucher sur tout de même la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça qui elle-même résultait de manière un peu décalée de la crise économique de 29 aussi. Or là, on a des ingrédients inquiétants, une situation économique de plus en plus délabrée à l'échelle internationale, des chaînes de production mondialisées qui commencent à se déliter, des délitements qui sont accélérés par les conflits, comme par exemple la crise d'Ukraine qui perturbe profondément le commerce du blé et induit des famines inquiétantes au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, déstabilisatrices des régimes en place, une remontée des mouvements islamiques, Daesh par exemple, au Moyen-Orient, favorisé par la Turquie, qui s'apprête à attaquer les Kurdes, et un Xi Jinping arrivé au pouvoir en 2012 et qui, pour affermir son pouvoir absolu, beaucoup plus absolu que du temps de Deng Xiaoping, etc., où c'était beaucoup plus collégial, Xi Jinping joue à fond la diplomatie agressive et la rhétorique agressive, de manière à maintenir la cohésion du peuple chinois sous sa houlette, alors que l'économie chinoise elle-même freine depuis... Mais Laurent, vous pensez que ce scénario, qui est quand même un peu un scénario catastrophique, oui, est un scénario qui devient de plus en plus probable ? Oui. Oui. Et j'en veux aussi pour preuve l'attitude de l'État profond américain qui, à chaque instant, met de l'huile sur le feu. C'est le cas pour la crise ukrainienne, où on sent très nettement que Washington a l'intention de faire perdurer cette crise, malgré l'effondrement actuel de l'armée ukrainienne, qui est évident. Et il y a toujours moyen de faire perdurer des crises. Il suffit d'alimenter en armes, clandestinement, des rebelles, etc. Et les Américains sont décidés à se battre jusqu'à la dernière goutte
de sang ukrainien. Et ils sont décidés à maintenir une herse entre les pays d'Europe et la Russie, parce qu'une synergie économique entre les pays d'Europe et la Russie créerait un dynamisme économique surplombant par rapport à une économie américaine qui est quand même de plus en plus en souffrance aussi. Et tout ça fait que la Chine regarde comment se déroule la crise ukrainienne, parce que si l'OTAN échoue militairement, il est en passe d'échouer militairement, l'OTAN, malgré toutes ces propagandes ineptes qui submergent les médias de masse. L'armée ukrainienne s'écroule actuellement. Hein. Eh bien, pourquoi ? Parce que face à un canon ukrainien, il y a 10 canons russes. On va laisser la parole Eh bien, juste une chose, la Chine sera d'autant plus tentée d'essayer de conquérir Taïwan. Hein. Ouais, je comprends. Patrick Ivard. Oui, alors on fait souvent le parallèle en ce qui concerne la guerre en Ukraine avec la guerre d'Espagne. On se dit que c'est souvent vraiment le conflit, la guerre d'Espagne, c'est le conflit entre deux blocs, et puis que finalement c'était assez prémonitoire puisque ça montrait que la France et l'Angleterre qui ont soutenu un camp se sont effondrés. L'Angleterre s'est rattrapée, mais la France s'est complètement effondrée en 1940 alors que c'était la grande puissance qui était supposée être invincible. Là, c'est un petit peu ce qui se passe avec l'Ukraine. Si on repart sur l'Asie et sur Taïwan, on replace dans le contexte historique. Ça fait depuis 1949 que la Chine de Pékin cherche à mettre la main sur ce qui reste du Kuomintang de l'armée de Chiang Kai-shek, ce qui fait que finalement, il n'y a rien de nouveau. Ça fait depuis 1949 que ça marche comme ça. Maintenant, les Chinois sont assez pragmatiques et voient que la guerre entre les Américains de l'OTAN et les Russes en Ukraine, effectivement, ne tourne pas à l'avantage des Américains de l'OTAN. Donc si les Américains de l'OTAN s'essoufflent en Ukraine, ils seront peut-être tentés de faire quelque chose pour récupérer Taïwan. J'entends. Ça, c'est une analyse qu'on peut entendre, c'est qu'effectivement, le système armé ne fonctionne pas et que l'OTAN n'est finalement pas déterminante dans ce conflit. Très bien. Il reste le peuple ukrainien. Et est-ce qu'il n'y a pas un parallèle que va faire la Chine en se disant, mais si finalement on a la résistance des Taïwanais qui sont devenus une nation comme les Ukrainiens sont en train de devenir une nation, est-ce qu'on ne risque pas de rentrer dans un conflit qui va durer des années et des années ? Parce que finalement, c'est difficile de gagner contre un peuple coalisé. Si un conflit, ce sera contre les États-Unis, et ce sera un conflit maritime. Et là, on n'est plus pendant la guerre d'Espagne, on est dans le conflit entre la Russie puis le Japon en 1904 et 1905, c'est-à-dire que la grande puissance était la Russie tsariste, et le pays émergent qu'on négligeait un petit peu, c'était le Japon. Sauf que si je me trompe pas, quand la flotte du tsar a quitté le Baltique pour rejoindre la mer du Japon, elle s'est fait écrabouiller à Tsushima, il me semble-t-il, en 1900. Et là, on s'est rendu compte que finalement, la grande puissance qu'on pensait être la Russie tsariste s'est effondrée. Est-ce que c'est pas ce qui menace un petit peu les États-Unis? Ça, on n'en sait rien parce qu'on a le nez sur l'événement et on n'a pas assez de recul sur ce qui peut éventuellement se passer. Voilà. D'accord. Patrick ? Laurent, pardon. Alors, ce qui est certain, c'est que si la Chine décidait demain d'envahir Taïwan, ça ne serait pas une partie de plaisir. Certain. D'abord parce qu'effectivement, Taïwan est surarmé, parce qu'ils ont prévu des plans anti-agression, etc. Toutes les plages accessibles pour un débarquement sont minées, etc. Enfin, tout est prévu. Et puis, il y a effectivement l'appui américain. Alors la vraie question, c'est de savoir est-ce que les Américains interviendraient ou pas. Moi, j'ai l'impression que oui, parce que en cas de conflit, les Américains profiteront de l'occasion pour mettre un terme à cette volonté d'expansion, à la fois territoriale, mais aussi économique et géopolitique de la Chine. Donc, voilà, c'est une décision qui est difficile à prendre. Je pense, contrairement à ce que vous avez dit, que la situation chinoise aujourd'hui n'est pas aussi mauvaise que ça. Alors certes, ils n'ont plus la croissance qu'ils avaient il y a quelques années, mais c'est quand même une croissance qui nous ferait plaisir à nous Européens. Et puis il y a eu la crise du Covid. Les Chinois ont sécurisé leurs exportations avec la politique des routes de la soie. Et puis il y a une classe moyenne qui est arrivée, qui est importante et qui n'a pas envie de subir une guerre. Voilà. Donc la question de la déclaration de guerre, le fait d'envahir Taïwan, c'est une question qui est très complexe pour le président chinois et c'est pas certain qu'il prenne cette décision, vu les conséquences que ça pourrait entraîner, pour lui notamment. Juste une chose, tout ça va se faire, je crois, aussi au diapason de l'évolution de l'économie mondiale et notamment du risque de crise financière, d'éclatement des bulles financières, de hausse des taux d'intérêt, de quadrature du cercle où si on monte les taux d'intérêt, on provoque des krachs boursiers. Si on ne les monte pas, on a une inflation
qui paupérise complètement les peuples, et on va vers une série d'impasses économiques et financières à l'échelle planétaire qui ont ceci d'inquiétant, c'est que du coup, ça génère des réflexes belliqueux, parce que quand l'économie part à volo, à ce moment-là, c'est la militarisation et la guerre, en fait. C'est ça aussi. Mais pour vous, ce serait une opportunité, c'est cet affaissement ou cet affaiblissement de l'Occident, une opportunité pour la Chine d'aller attaquer Taïwan? Oui, alors d'autant que je ferai remarquer qu'il y a des problèmes de stock énormes actuellement dans les armées occidentales, même les Américains ont des problèmes de stock, et on découvre que les Russes, des stocks, ils en ont beaucoup. Et les Russes... En tout cas, ils sont capables de produire des armes, a priori. Or, s'il y a un conflit Chine-Russie, ça voudra dire un conflit entre Chine-États-Unis. Ça veut dire qu'il y aura un conflit Occident contre Chine et Russie. Parce que la Russie et la Chine, maintenant, sont accouplées. Les Américains ont réussi à jeter la Russie dans les bras de la Chine. Et maintenant, les deux destins sont liés en géopolitique. Donc, de toute façon, si les Américains sont en guerre avec la Chine, ils seront en guerre avec la Russie aussi. Quant à l'Europe, là-dedans, c'est une espèce d'herbivore totalement soumis à la loi des prédateurs. Xavier Leguet. C'est ce qui explique d'ailleurs la diplomatie chinoise, puisque Lu Shai, l'ambassadeur de Chine en France, le dit absolument clairement que Taïwan, c'est la Chine et qu'à un moment ou à un autre, il va bien falloir récupérer ce qui appartient à la Chine. Il explique que c'est à la Chine depuis le IIIe siècle. Enfin bref. Oui, mais ça, c'est le discours habituel. C'est le discours habituel. Sauf qu'il y a eu il y a quand même eu il y a eu une modification très importante. Avant la Taïwan était une dictature. C'est maintenant une véritable démocratie, et qui est même d'ailleurs très très bien notée dans les critères de démocratie. Donc il y a d'un côté une dictature que tout le monde reconnaît comme telle, un pays communiste, versus une démocratie. C'est quand même pas simple. C'est justement ça, l'inquiétude qu'on peut avoir, c'est que la dictature communiste de Xi Jinping a été quand même un petit peu ébranlée aussi par les 2 ans de Covid. C'est-à-dire que les mesures complètement délirantes qu'ils ont mises dans certaines villes, comme à Shanghai, comme ailleurs, ont suscité beaucoup de colère de la part de la population. On a vu d'ailleurs beaucoup même des cadres du parti commencer à s'inquiéter un petit peu des réactions de la population. Moi, j'ai pas mal suivi un petit peu ce qui se passait en Chine par rapport justement aux restrictions sanitaires et aux questions de Covid. Et les gens ont perdu confiance en réalité dans la façon dont le gouvernement a géré la crise. Et ont très bien compris que c'était encore une façon d'affermir son autorité et d'asservir la population. Donc il ne serait pas étonnant qu'il déclenche une offensive sur Taïwan aussi pour des questions de cohésion, pour rameuter le peuple derrière le pouvoir, l'union sacrée, voilà, et on va récupérer ce qui nous appartient, tous avec moi, etc. C'est peut-être ça, à la limite, le plus grand risque. Avec un paradoxe qui d'ailleurs unit le conflit russo-ukrainien, c'est que l'Ukraine est le berceau de la Russie, en tout cas la Russie le considérait comme partie intégrante de ce domaine, on va dire, en plus religieux également, et puis le fait que Taïwan est une partie intégrante de la Chine, donc ce seraient 2 peuples frères qui se battraient les uns contre les autres. Il y a quand même quelque chose de très fort et d'assez paradoxal que d'aller écraser son peuple frère, de le zigouiller ou de détruire le pays, ce qui est en train de se... Le monde va être de plus en plus paradoxal. Ça, on n'en a pas fini avec les paradoxes. Mais de toute façon, c'est l'évolution de l'économie mondiale qui va donner le tempo, de toute façon. Or, cette évolution, on ne voit pas comment elle va conduire à une amélioration. On voit que tous les mécanismes économiques mondiaux sont en train de se dérégler. On voit que la Russie prend un avantage énorme avec ses 17 millions de kilomètres carrés bourrés de matières premières et son tchernosium, ces terres noires très fertiles, terrablées. On voit que l'économie réelle, c'est-à-dire celle des matières premières et des produits agricoles, de plus en plus commence à tenir la dragée haute à l'économie casino de l'Occident, qui est une économie de bulle financière. Et on voit que tout ça... quand même. Oui, un service, c'est-à-dire tout ça est très vaporeux quand même. Et on voit que l'Allemagne, privée de plus en plus de gaz, s'achemine vers un collapsus économique catastrophique. Les Allemands vont vers une catastrophe économique, là, en se privant du gaz russe. Et on voit que tout ça, ce sont des nuages noirs et en économie et finance qui s'accumulent à l'horizon mondial. Vous êtes je vous ai
on se connaît depuis quelques années, hein, Laurent, et je vous vois souvent intervenir avec plaisir dans cette émission. Je vous ai jamais senti aussi pessimiste. Il faut lire tous les 10 livres que j'ai écrits et vous verrez que ça fait longtemps que j'annonce tout ça. Il y avait 20 ans que j'annonce ce schéma. Le perfect storm, hein, comme on dit c'est ça, la tempête parfaite. L'économie casino, de toute façon, qui s'est déployée depuis quelques décennies, ne pouvait mener qu'à une catastrophe. On pourrait quand même rajouter aussi quelque chose sur la situation ukrainienne, c'est que l'OTAN en profite, bon, évidemment, pour s'étendre. Et il y a eu un propos de Joe Biden qui est assez intéressant à ce sujet, c'est que pendant le sommet de l'OTAN à Madrid, la semaine dernière, il a déclaré les Russes voulaient le modèle finlandais pour l'Europe, ils auront le modèle OTAN. Donc en fait, en gros, il annonce une otanisation de l'Europe avec le renforcement des bases militaires américaines. Il y a 20 000 soldats de plus qui sont arrivés ces derniers mois, ce qui porte le total à plus de 100 000, avec de nombreuses batteries anti-aériennes et beaucoup de matériel un peu partout, que ce soit en Allemagne, en Italie, en Pologne ou dans les pays baltes. Donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on devient quelque part une arrière-cour des États-Unis, une base militaire en fait des États-Unis à travers le conflit. L'OTAN maintenant est réorienté par la dernière déclaration à Madrid vers aussi la Chine comme cible de l'OTAN, ce qui est quand même extravagant. L'OTAN, c'est l'organisation... Le président Macron s'est fortement opposé. Oui. Il était absolument... Mais il a perdu la... Il compte pour du beurre. Il compte pour du beurre. Ce qui est important aussi, c'est que... Ça sera le mot de la fin. Ça sera le mot de la fin peut-être. L'armée chinoise aujourd'hui n'est pas l'armée chinoise d'il y a 20 ans. Et sa puissance résulte de sa croissance économique, mais résulte au fait aussi d'erreurs que nous avons faites en donnant nos technologies pour des raisons purement commerciales. Bien sûr. Très bien, allez, ce sera un mot de la fin. C'est lourd tout ça. Hein. Enfin, il faut être au courant de la situation. C'est aussi le but de cette émission. C'est une émission de débat, de confrontation, mais aussi beaucoup d'informations. Voilà, donc je vous propose de nous retrouver dans 15 jours. Ce sera la dernière émission de Tête à Clash sous cette forme. On se retrouve, et puis après, on se retrouvera en septembre. Allez, et dans quelques secondes... Vous avez bien compris, on va quand même passer par la case Ignace qui est en train de rassembler ces dessins que nous allons découvrir ensemble. À tout de suite. Bon, mes amis... merci Ignace. Allez, le premier dessin, c'est Monsieur Macron qui se demande comment fédérer l'Assemblée et qui répond en agitant la menace de la pandémie. Oui, est-ce que vraiment ça va fonctionner, Ignace, tu crois? L'affaire Coquerel qui supplie qu'on cesse de le harceler. Très drôle. Et alors là, je vais vous dire, le visage jaune de Xi Jinping, c'est du racisme, monsieur Ignace. Ou alors c'est que vous n'avez pas assez de couleurs dans votre boîte de crayons. Comme Maurice. Vas-y, Ignace. Maurice faisait dessiner les Chinois en jaune. Alors comme j'aime beaucoup Maurice, le dessinateur de Lucky Luke. D'accord. Alors, le réalisateur me dit que Ignace ne doit pas réagir, mais je traduis ce qu'a dit Ignace, c'est que Maurice, un de ses grands prédécesseurs, faisait les Chinois en jaune véritable, donc il a suivi cette tradition que d'aucuns n'apprécieraient pas. Et il dit guerre en Ukraine, une opportunité pour la Chine d'envahir Taïwan. Il est un Poutine made in China. En effet, on avait Patrick Ivard. Patrick qui soutient à fond les deux vice-présidents avec tes petits tatouages comme au Stade de France. C'est bien. Ça, c'est pour moi. Évidemment, j'ai les yeux qui tombent. C'est terrible. Il va falloir que je passe sous le bistouri. Ici, avec vous, c'est sûr, on vote la confiance. Et moi qui dis merci les gars, je vous réinviterai. Oui, il ne faut pas progresser le débat, hein, c'est ça, c'est ce que nous dit Ignace. Laurent Arthur Duplessis. Moi j'aime beaucoup la tête que vous avez, Laurent, parce qu'il vous maintient le côté juvénile. Ceux qui diabolisent le RN, faut les exorciser. Et vous croyez que ça marcherait? Ok, et Laurent Izard. Laurent Izard, il vous a fait cette très jolie tête de premier de la classe. Hein. Oui, vous trouvez? Oh, un petit peu quand même, oui. Ouais, c'est bien. Donc vous allez repartir avec. Xi Jinping doit bien se tenir. Dans l'armement, le Made in Taiwan a peut-être contrefait le Made in China. Oui, les copieurs copient les copieurs. Allez, vous avez compris qu'Ignace était très en forme, et vous aussi, messieurs.
Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours pour la dernière émission de la saison. À bientôt.